c'est uniquement pour une chose, être dans des zones riches en minerais rares, le coltan, la cassitérite, l'étain, le lithium, le tantal. C'est pour ça qu'ils sont là. Et maintenant, la communauté internationale vient de le comprendre. Après un travail, comment je pourrais dire, un travail de fourmi, un travail de volonté de la diplomatie du chef de l'État. Ça n'a pas été facile, mais on y est arrivé. Et c'est ce que le chef de l'État disait hier. On fait ce travail diplomatique. Le travail militaire, le front militaire, nous travaillons aussi dessus pour relever notre armée. Et d'ailleurs, en 2022, vous vous souvenez, on avait voté une loi de programmation militaire. Pour la première fois dans notre pays, on avait un chronogramme pour essayer de remettre cette armée debout. Parce que cette armée que le président a trouvée dans un état de totale décrépitude. Vous avez trouvé une armée structurée. Nous avons encore la vidéo du chef de l'État qui... Il a dit qu'il a trouvé une armée de braves. Structurée. Mais cette armée, malheureusement, à l'épreuve des faits, cette armée n'était pas structurée parce qu'elle était infiltrée. Et justement, cette armée, on voulait la remettre en place à partir de 2022 et c'est à ce moment-là que les Rwandais nous ont attaqués fin 2021 et puis ils ont accentué les choses en 2022. Donc, de ce point de vue-là, on a compris. Et les choses doivent être claires pour notre population. Cette guerre, c'est une guerre existentielle. C'est une guerre d'indépendance. On doit gagner notre indépendance. Attends, on parle d'une guerre d'épuration. C'est une façon de le dire. Mais moi, je dis une guerre d'indépendance parce que ce n'est qu'au prix de la victoire que l'on va garder notre indépendance et notre souveraineté. Parce que si on perd cette guerre, on sera sous le joug, sous la domination du régime de Paul Kagame. Alors, M. Eric Nindou, j'ai parlé avec un opposant, je le cite, il m'a appelé, Jean-Claude Wimba, qui m'a dit, Delphin, vous êtes un peu distrait, il ne faut pas vous contenter des sanctions des États-Unis, ainsi de suite, du moment que Tshisekedi lui-même, dans son armée, il continue à faire confiance aux généraux sanctionnés par les États-Unis, donc ce n'est que de la poudre aux yeux, ce que les États-Unis ont fait à James Kabarebe et les autres. Est-ce que vous vous contentez de ces sanctions minières? Il fallait sanctionner Paul Kagame, il fallait sanctionner Nanga, vous sanctionnez James Kabarebe qui est déjà un vieux déjà au soir de sa vie, et quelles sont les retombées de ces sanctions présentement? Je vous explique. Ce monsieur-là, James Kabarebe, c'est l'instrument de la destruction de l'armée congolaise. C'est le fossoyeur de l'armée congolaise. C'est lui qui, en 97, a été nommé chef d'état-major de l'armée congolaise. Et c'est à ce moment-là que le travail de sape a commencé. Le travail pour détruire l'armée congolaise. Exactement. Et c'est lui qui a été à la manœuvre. Il a commencé et puis ça a été perpétué par les autres. Et le régime Kabila... Vous lui citez dans les passés, mais aujourd'hui... Non, laissez-moi terminer. Je suis en train de vous expliquer. Et le régime Kabila, en 18 ans, n'a pas fait grand-chose pour relever cette armée, malheureusement. Ensuite, ce monsieur-là, il est aujourd'hui ministre d'État du gouvernement rwandais. Donc si vous lisez bien la résolution 2773, qui est celle qui condamne le Rwanda, cette résolution, qu'est-ce qu'elle dit? Non, pas la résolution 27. Oui, la résolution le dit aussi, mais je veux dire les sanctions américaines. Pardon. Si vous lisez bien les sanctions américaines du Trésor américain, il condamne ce monsieur parce que c'est lui le lien entre le gouvernement rwandais, le régime Kagame et le M23. C'est lui qui finance le M23, c'est lui qui aide, qui entraîne le M23 pour venir agresser le Congo. Donc de ce point de vue-là, comme on le condamne, on le sanctionne en tant qu'individu, mais aussi en tant que ministre d'État du gouvernement rwandais, donc c'est-à-dire c'est le gouvernement rwandais que l'on fait, on sanctionne. Et de ce point de vue-là, il faut comprendre que c'est une étape, parce qu'ils iront plus loin. Les Américains iront plus loin, les Européens, bientôt ici, ils vont mettre la décision à débat au sein de la Commission européenne. Les autres aussi iront plus loin. C'est notre travail aussi que l'on doit faire, nous, Congolais, pour persuader les autres d'aller plus loin. Mais c'est aussi notre travail, et c'est ce que le président a répété hier, notre travail, on doit se mobiliser. Parce qu'il y a un front intérieur que l'on doit structurer, que l'on doit solidifier, qui est le front justement qui va nous permettre de gagner cette guerre. Il y a ce que va faire la communauté internationale pour me venir en aide. Pourquoi ils nous viennent en aide? Pas parce qu'on a des beaux yeux, pas parce que chacun a ses intérêts. Vous savez très bien le jeu trouble de certaines puissances que je ne vais pas citer ici, qui ont à la fois des intérêts avec le Rwanda et des intérêts avec la RDC, mais à un certain moment, les gens sont indignés. Parce que quand il y a plus de 8000 morts après l'invasion de Goma, quand il y a des viols, quand il y a des massacres de jeunes, comme on a vu aujourd'hui,
c'est insupportable et c'est une violation du droit international. Et si on veut que la communauté internationale, ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est-à-dire la Société des Nations, comme ça s'appelait en 1945, avant qu'on appelle ça l'ONU, il faut qu'il y ait des règles à suivre. Et ces règles, c'est le respect de la souveraineté de chacun. Et si les